Mon Dieu, mais bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission à découvrir. Moi, moi, c'est Charles Prince et euh, 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 je, puis je suis ravi d'être avec vous. Mon Dieu, aujourd'hui on accueille Lotfi Garci qui va nous parler euh, euh, Les autobus scolaires. qui va nous parler des autobus scolaires. Allô Lotfi, Bonjour Charles, bienvenue. vous allez bien? Oui, oui, et Ça va toi? très bien, merci pour l'invitation. Bon, ça fait plaisir, merci d'être De venu. rien. Bon, mais commençons. Ouais, vas-y. Fait, fait que c'est quoi qui t'a intéressé aux autobus en premier? Bon, ce qui m'a attiré, c'est l'importance du bus scolaire dans la vie quotidienne des enfants. Ben, pour moi, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est un symbole de début de la journée scolaire et de nombreux souvenirs pour ceux qui l'ont pris. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est très intéressant. ouais. Puis pourquoi le bus, c'est devenu un symbole? Bon, le bus scolaire est devenu un symbole dans certains pays. Comme je t'ai dit, c'est parce que c'est un élément clé de la routine des enfants. Euh, Sa couleur jaune est emblématique, comme vous voyez. Euh, il est souvent associé à l'école et à l'apprentissage et à l'enfance. Ouais, Il est conçu pour protéger les enfants pendant leur trajet. ouais, c'est vrai. Très Ouais. intéressant, merci beaucoup. Puis c'est quoi que les autobus y ont de spécial ou Par rapport aux autres véhicules, ouais, c'est quoi qui les différencie, disons? bon, c'est sa capacité de transporter de nombreux jeunes passagers dans chaque trajet. Sa couleur jaune emblématique, Mhm. comme je t'ai dit. Ses feux clignotants, des arrêts bien définis, Ouais. des équipements de sécurité. C'est Mhm. ce qui a renforcé la sécurité des autobus scolaires. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi la caractéristique la plus importante? Bon, la caractéristique la plus importante pour moi, c'est la sécurité avant tout. Euh, Chaque aspect d'un bus scolaire est pensé pour offrir un maximum de sécurité pour les enfants. Ouais. Ouais, Hmm. Très intéressant. C'est sûr qu'il faut qu'il soit très ouais, sécuritaire, ouais. hein. Puis, tu penses-tu que le concept des autobus, ça pourrait être adopté dans d'autres Ouais, ouais, pays? ouais, bien sûr. Ce concept pourrait être adapté à d'autres pays, surtout dans les zones rurales ou pour les trajets longs. Le bus scolaire permet non seulement d'offrir et de sécuriser les trajets plutôt, mais aussi d'offrir, de centraliser un moyen fiable et efficace Ouais. pour amener les enfants à l'école. Très Ouais, intéressant. merci. Merci. Euh, 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 Mon Dieu, tu trouves-tu que l'autobus a évolué au fil du temps? Ben oui, l'autobus a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, on trouve des autobus plus modernes avec des technologies, des systèmes de géolocalisation, des caméras de surveillance partout. C'est ça ce qui a renforcé son image dans la Ouais, culture populaire. ouais. Ouais. Merci beaucoup. Puis tu trouves-tu que le bus il est toujours aussi important? Ben oui, le bus scolaire est toujours essentiel et Ah, important dans de nombreux pays, même si avec bon. l'émergence Mais de... malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. C'est pas Merci grave, beaucoup, c'est pas notre grave. fille. Merci, merci pour votre temps, Charles. Merci beaucoup De rien. d'avoir été ici. Puis restez avec nous. Le prochain, mon Dieu, mon Dieu, le prochain chroniqueur, c'est Jonathan Rosas Valois qui va nous parler de sa collection de parfums. Merci beaucoup et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Rosas Jonathan qui va nous parler de sa collection des parfums. Bonjour Jonathan et merci d'être avec nous. Bonjour Lofty, comment ça va? Ça va très bien. Bon, on commence. Jonathan, pourquoi tu as décidé d'apporter ces parfums-là? Écoute, moi je crois que dans toute ma collection que j'ai, j'en ai comme des vingtaines puis des vingtaines. Ouais. Je pense que ça, c'était mes 5 plus forts que je pourrais plus dire. que ça. C'est ça, je pourrais plus dire que ça, c'est mes préférés, c'est mes coups de cœur. Donc je ne pouvais pas vraiment décider sur les 5. J'ai essayé d'amener les 5. C'est pas mal ça. C'est parfait. Et c'est quoi tous ces parfums-là? OK, ben, je vais t'expliquer un par un. Dans le fond, ici, j'ai le Carolina Herrera. OK. Donc ici, c'est un parfum plus frais. Ouais. Ici, j'ai le Jean-Paul Gaultier, le parfum, qui est dans le clos. Dans le Ouais, fond, j'ai trop ici, aimé le design. Oui, ici, c'est très original. C'est très, très original. Ouais. Dans la forme d'un homme, c'est Jean-Paul Gaultier, dans le fond. Ici, j'ai le Azaro Most Wanted Azaro Wanted by Night. Ouais, j'ai un comme ça, ouais. C'est ça. Je pense qu'il est discontinued. Lui, on ne peut plus vraiment l'avoir. Ici, j'ai le classique, mais inoubliable, Versace Eros. C'est rien à dire là-dessus, j'ai pas besoin de le décrire. Et le Valentino Born in Roma. Ça, je pense que c'est aussi un de mes préférés. Ben, je ne vais pas choisir entre les 5, j'ai amené les 5, c'est ça. Ouais. Comment c'est fait un parfum, Jonathan? Écoute, les parfums, il y a des étapes. On peut dire que c'est un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant. Je peux vraiment te le simplifier facilement. Ils prennent des arômes. Donc, admettons, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'arômes différents. C'est comme des noms comme huile de lavande fraîche. Des mélanges, oui. Ils prennent des arômes, comme admettons, ils prennent de la lavande. Je sais pas, je vais y aller pour un exemple. Mettons, on ferait un parfum aux tomates, on mettrait la tomate, des épices, quelque chose. Ouais. Après ça, dépendamment de la force du parfum, on va choisir la densité d'alcool qu'on va mettre dedans pour faire une concentration. Donc, admettons, si c'est... je pense que un des plus forts, c'est le parfum, justement. Le parfum, c'est une très grande densité d'alcool, ça fait qu'il sent très, très fort. Puis c'est l'opposé pour ceux qui sont plus légers, comme aux toilettes. Oui, c'est intéressant. Ouais. Crois-tu que ce qui coûte moins cher sont mauvais? Je pense que le prix vient surtout justifier, souvent, c'est les marques. Ouais. Comme, admettons, si on regarde le Jean-Paul Gaultier, on peut trouver des parfums qui ressemblent beaucoup à celui-ci, comme pour beaucoup moins cher. C'est des fakes, mais c'est des fakes, sauf que c'est quand même les mêmes arômes. Et ça fait que c'est pas nécessairement ça goûte pas, ça sent la même chose, sauf que je pense que le prix vient surtout à la qualité de l'alcool, la qualité des ingrédients. Donc, on pourrait dire qu'ils sont meilleurs, sauf que tu vas avoir le même résultat quand même. C'est la longévité qui va plus affecter par le prix, on pourrait dire. Ouais. Super. Et si tu pourrais en choisir 3, ça serait lesquels? Écoute, c'est un choix extrêmement dur. Tu me prends par surprise, là. En choisir 3, je pense que je vais y aller pour en numéro 1, je pense que je vais y aller avec le Jean-Paul Gaultier. Ouais. En numéro 2, je vais y aller avec le Valentino. Et en numéro 3, je vais devoir y aller avec l'Azaro Wanted. Je peux te les faire sentir si tu veux, ça t'intéresse-tu? Ouais, je vais choisir ça. On va celui-ci ici? OK, super. Je vais le laisser. Super. Donc, on prend un petit papier pour faire ça, comme dans les... Je suis désolé, là, ça va sentir fort maintenant. Là, je vais te le passer juste ici. Ça sent bon, hein, quand même. Oui, c'est bon, je sais. Bon, là, ça sent le parfum, là, c'est sûr. OK. Malheureusement, Jonathan, on arrive à la conclusion. Un grand merci à Jonathan d'avoir pris le temps de nous parler de sa collection des parfums. Restez avec nous. La prochaine émission à découvrir sera avec Daniela qui viendra nous parler de Mortier. À très bientôt.
mon préféré, c'est... Salut à tous et bienvenue à Découvrir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Valois et je serai votre animateur pour ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniela Bongongo qui nous présentera son mortier qui est très spécial à ses yeux. Bienvenue Daniela, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super bien aussi, donc je suis content de finalement te recevoir ici. Ma première question, c'était comment tu allais justement? Comment tu te sens? Ça va bien? Ça va bien. Pas trop stressé? Pas trop stressé, moins 15 degrés, tu sais. C'est bon, c'est correct. Survie, bon, ben, on va commencer directement. Peux-tu nous expliquer dans le fond, c'est quoi ton objet? C'est quoi exactement? Alors là, comme tu peux le constater, j'ai un morceau de bois travaillé qui s'appelle le mortier. Alors, le mortier est principalement composé de 2 éléments. On a le pilon et cette petite boîte-là, c'est ce qui fait le mortier. Alors, ce mortier est plus utilisé à la place du mixeur pour pouvoir malaxer ou nous aider à écraser notre nourriture de la manière qu'on veut. OK, Ouais. bon, OK. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de mortiers ou comme c'est tout, ils font toutes la même chose? Effectivement, oui, il y a plusieurs sortes de mortiers. On a le grand format, on a le moyen format et le petit format que j'ai ici. Je ne pouvais pas ramener les grands formats quand même. Donc, il y a le petit format que j'ai ici. Donc, il y a 3 sortes de mortiers. Mais après, il y a aussi une nouvelle... un nouveau sorte de mortier qui vient d'être sorti, c'est fait en pierre. C'est plus, je sais pas. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ouais, c'est fait en pierre. Donc maintenant, je dirais qu'on va compter 4 sortes de mortiers si on ajoute la pierre. OK, puis dans le fond, à quoi ils servent chacun des mortiers? Admettons, le petit mortier, j'imagine que c'est plus pour les épices, mais est-ce qu'il y en a-dessus comme qui sont faits, admettons, pour faire, je sais pas, de la soupe, des choses comme ça? Effectivement, il y a plusieurs. Comme je te dis, là, le mortier en grand format, ça nous permet quand même de préparer de la nourriture en grand format. Et tu sais, quand il y a vraiment beaucoup de nourriture, là, tu ne peux pas toi-même le piler parce que c'est beaucoup de travail. Et souvent, ce que les femmes font en Afrique, c'est qu'ils peuvent appeler un ami, une voisine, une cousine, et ensemble, elles vont préparer cette nourriture-là. Et j'adore ces instants-là parce que c'est des moments d'épatants, tu vois. En même temps, on est en train de travailler, mais on prend plaisir à parler avec les autres, on prend plaisir à se raconter des popins, on prend plaisir à donner des conseils. Donc, c'est un peu ça, là, ça renforce un peu cette solidarité-là. Ça crée genre ça renforce vraiment les liens entre les femmes. Ça renforce vraiment les liens entre les femmes. Bon, c'est intéressant. Comment vous appelez ça dans votre pays? Dans mon pays, c'est communément appelé le liboka, en lingala, ma langue maternelle. Et dans d'autres pays, comme en Côte d'Ivoire, c'est le mortier, oui. Si je ne me trompe pas, au Gabon, c'est baba, un truc du genre comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ça, voilà. Au Canada, c'est un mortier aussi, je pense. Au Canada, c'est un mortier. OK, bon, ben est-ce que le fait d'utiliser ça over un mixeur, ça donne-tu des meilleurs goûts, par exemple, si on utilise ça à la main? Ouais, ben moi, je pense que le goût est quand même différent quand j'utilise mon mortier à la place de mon mixeur. Et avec ce qui est bien avec le mortier, c'est que je peux quand même mesurer la valeur que je veux de ma nourriture. Si je veux pas que ce soit trop poussiéreux, si je veux pas que ce soit trop pâteux, au moins avec mon mortier, je sais le mesurer. Et ces mortiers-là me servent plus à piler des épices. Pas mixer, mais piler des épices en petite quantité. Et voilà. Et puis ça, je peux calculer facilement. OK, bien, super, je suis content d'entendre ça. Je suis désolé, mais c'est malheureusement les 5 dernières minutes, c'est malheureusement fini les 5 minutes que nous avions ensemble. Ça a passé très, très vite. Donc, merci Daniela d'être venue aujourd'hui chez À Découvrir. Dans la prochaine émission, on va accueillir Nathan Chénard qui va nous parler de son bonnet pour cheveux. Merci et bonne soirée à tout le monde.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette émission à découvrir. Je suis Daniela Bongongo, je serai votre animatrice pour les 5 prochaines minutes. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Nathan Chéran qui nous parlera de son bonnet à cheveux. Salut Nathan. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ah, c'est super, on est toujours très contents que nos chroniqueurs se portent bien. Là. Alors, je t'ai vu avec 2 bonnets à cheveux. Est-ce que ce produit concerne certaines personnes en particulier? Moi, je te dirais que non. Je pense que c'est vraiment un produit fait pour tout le monde parce que si tu veux protéger tes cheveux, ben, tu le fais. Mais c'est sûr que c'est vraiment plus pour les personnes avec les cheveux longs parce que c'est eux qui subissent le plus de cassage au niveau des cheveux, surtout pendant la nuit. Donc, mais non, tout le monde peut avoir un bonnet. OK, mais quels sont les bénéfices d'avoir ce bonnet-là? Dans le fond, les bonnets, ils agissent un peu comme une couche protectrice contre tes cheveux puis la tête d'oreiller. Parce que la tête d'oreiller en coton, souvent, ce que ça fait, c'est que ça mêle tes cheveux puis ça les casse. Puis avec une tête, un bonnet à cheveux en soie, ben, ça l'aide à les garder lisses et toutes dépeignés. Et peignés. OK. Où est-ce que tu as appris l'existence de ce produit-là? C'était une femme sur TikTok qui portait un bonnet puis qui disait, elle nous parlait puis elle essayait de nous vendre. Puis après une couple de vidéos comme ça que j'ai vues, ben, j'ai décidé de céder à la tentation puis j'ai acheté un bonnet. Puis ben c'est ça. Ah, intéressant. Alors, pour quel type de cheveux ces bonnets sont faits? Bien, au départ, les bonnets ont été faits pour les personnes avec les cheveux frisés, vraiment. C'était plus la concentration. Mais vite, le monde a commencé à les utiliser, n'importe quel type de cheveux, puis ils ont beaucoup aimé. Donc, c'est pas mal fait pour tout le monde, je te disais, toutes les sortes de cheveux. Ah, OK. Est-ce que vous, en particulier, est-ce que vous avez eu des problèmes auparavant avec ces bonnets? Pas vraiment, mais juste un petit problème. La bande élastique ici, si tu la serres pas assez, pendant la nuit, ben, ton bonnet va tomber. Donc, ça défie un peu tout le point. De ranger ton sommeil. Puis si tu la serres trop fort, ben, ça crée de l'inconfort durant la nuit, puis ça fait mal, tu sais, ça serre trop sur la tête. Mais à part ça, il n'y a aucun problème. Aucun avec problème. les bonnets, non. Tu as parlé d'un point très, très intéressant. Tu as parlé il faut avoir le cheveu sec. Oui. Avant de mettre ce bonnet. Pourquoi faut-il nécessairement avoir le cheveu sec? Parce que dans le fond, si tu sors de la douche, tu mets ton bonnet puis ça va te coucher, toute l'humidité qu'il y a dans tes cheveux, elle est prise dans le bonnet. Puis ça peut causer de l'infection au niveau du crâne. Puis ça peut faire de la moisissure dans le fond de ta tête. Donc, tu veux vraiment pas aller te coucher avec ton bonnet avec les cheveux mouillés. Ils peuvent être un peu humides, un peu trempes, mais pas mouillés. Pas mouillé, un peu humide. Genre, un peu humide. Il faut que ça ait séché bien avant. OK, faut que ça... Donc, si on comprend bien, on doit avoir le cheveu séché ou un peu humide avant de mettre notre bonnet pour dormir avec. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas... L'inconvénient, c'est que l'élastique, il serre un peu trop, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ah, alors, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Je pense que moi aussi, je vais m'acheter un bonnet. Ben oui. Parce que je dormais souvent le cheveu libre à l'heure, tu vois. Je pense que c'est un produit très, très intéressant et moi aussi, je m'achète un. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, d'être toujours là avec nous. Alors, restez avec nous. Nous allons recevoir, après la pause, Charles Olivier, qui sera là sur ce plateau à découvrir pour un nouvel élément. Merci Nathan d'être passé. Encore très, 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 très bon week-end pour vous. Merci à vous. Ouais.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. Bienvenue à l'émission à découvrir où nos invités vous présentent leur objet de leur choix. Aujourd'hui, nous avons Charles-Olivier Perron qui nous racontera l'histoire de la rondelle de hockey. Bonjour Charles, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Parfait. Ma première question pour toi, Charles, c'est quand est-ce que les premières rondelles de hockey ont été utilisées? C'est pas très précis les réponses que j'ai trouvées, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est autour des années 1800, là, donc ça fait quand même un petit bout. Mais la rondelle de hockey a beaucoup évolué avec le temps, parce qu'au début, c'était pas vraiment une rondelle, c'était plus une balle de bois, parce que le bois, c'était vraiment un matériau assez facile à trouver, accessible pour tout le monde là, dans le temps. Là. Okay. Donc, c'était vraiment ça que les rondelles étaient faites. Puis comme je viens de le dire, c'était des balles, parce que c'était plus facile à former aussi. Puis les rondelles n'étaient pas vraiment connues dans le temps. Là. Mais le bois, le problème, c'est que bien évidemment, c'est pas assez durable. Les joueurs prenaient un tir ou faisaient une passe, puis là, ça se brisait. Donc là, il y a des joueurs de hockey qui ont eu la brillante idée de couper la balle en deux. Puis ça faisait un côté plat, comme la rondelle de hockey d'aujourd'hui. Fait que ça ressemblait plus à une rondelle, puis c'était beaucoup plus facile à manier, à contrôler, à tirer, puis tout ça. Okay. Mais le bois, c'était le premier... Les balles de bois, en fait, c'était vraiment la première rondelle qu'on connaît d'aujourd'hui. OK. Puis pourquoi est-ce que la rondelle de hockey était noire, puis comme, maintenant, pas rose, genre? Ben, je pourrais répondre ça en une phrase, là, mais la rondelle est noire pour faire un contraste avec la glace qui est blanche. Donc, c'est plus facile de voir la rondelle quand tu joues au hockey. Il y a déjà eu des essais de d'autres couleurs de rondelles, des bleus, des roses, des vertes, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est plus difficile à voir. Okay. Par contre, dans certaines pratiques, quand tu pratiques, il y a certaines rondelles qui sont d'autres couleurs que noires. Puis ça veut dire que c'est un différent poids, une différente taille. Okay. C'est pour mieux les identifier, quoi. Puis comme dans une pratique, si tu vois une rondelle verte, ça veut peut-être dire qu'elle est plus lourde. Fait que tu peux te pratiquer à tirer avec une rondelle plus lourde, puis c'est plus facile quand tu reviens avec une rondelle normale, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment juste pour la pratique. Ah ouais, puis vraiment pour la pratique. Mais aujourd'hui, il y a des designs maintenant sur les rondelles, mais c'est plutôt du noir, là, pas mal toujours. OK. Puis les premières... Genre, de quel matériau étaient faites les premières rondelles? Ouais, bien, comme je l'ai expliqué tantôt, c'était un peu... c'était beaucoup du bois au début, parce que c'était vraiment accessible. Ça s'est ensuite converti au caoutchouc. Le caoutchouc qui était beaucoup plus solide. Puis maintenant, on utilise du caoutchouc vulcanisé. C'est comme, dans le fond, du caoutchouc durci pour que la rondelle soit très dure puis qu'elle ne se brise pas facilement après un tir ou une passe. Donc, c'est ça, c'est du caoutchouc vraiment durci ou refroidi pour justement que ça soit plus facile quand tu joues, là, un match ou une pratique. OK. Puis, c'est quand est-ce qu'on a normalisé la taille puis le poids de la puck? Ben, je dirais que c'est quand il y a eu le début des ligues professionnelles de hockey, parce qu'on voulait que toutes les ligues aient la même rondelle pour que ça soit juste dans tous les matchs, que tu joues à Montréal ou à Los Angeles, Oui. ça soit la même rondelle, comme ça, la ligue est juste. Il n'y a pas une équipe qui joue avec une rondelle légère, puis l'autre avec une rondelle lourde, là. Donc, on a vraiment normalisé ça quand il y a eu le début des ligues professionnelles dans le début des années 1900. Là. OK, fait quand ça a commencé à être plus sérieux, là. Oui, exactement. Donc, comme par exemple, dans les ligues mineures ou tout ça, là, c'était pas ça au début, là. On utilisait qu'est-ce qu'on avait. Mais dans les ligues professionnelles, vraiment, c'est toute la même chose pour que ça soit égal pour tout le monde. OK, OK, parfait. Puis, pourquoi les rondelles sont-elles congelées avant les matchs de hockey? Pour la simple et bonne raison... Excuse-moi, Non, je t'arrête. C'est malheureusement déjà le tout le temps que nous avions pour l'émission. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir parlé de l'histoire des rondelles de hockey. Restez avec nous après la pause pour en savoir plus sur Angélique et son objet mystère. Passez une belle soirée.
Bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute de l'émission à découvrir. Je m'appelle Charles-Olivier Perron et je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Au programme, nous recevons une passionnée de sport qui nous présentera un modèle réduit d'une Formule 1. Grâce à Angélique, nous allons en apprendre plus sur cette merveilleuse voiture. Bonjour Angélique, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va super bien. Donc, je vais commencer avec la première question. Est-ce qu'il y a des différences entre la SF21, donc le modèle réduit juste là, puis la SF1000, le modèle précédent? Oui, donc il y a beaucoup de différences entre les deux parce qu'en fait, l'année 2020 a été très difficile pour Ferrari. Donc, il a fallu qu'ils changent beaucoup de choses dans la voiture de l'année d'après. Donc, les différences sont... ils ont changé le châssis. Donc, le châssis, c'est en fait le squelette de la voiture. C'est ce qui tient tout ensemble et c'est très important. Il a aussi changé l'aileron avant, qui est la partie juste ici. Donc, c'est une partie qui est très utile à l'aérodynamisme de la voiture. Donc, ça coupe l'air en deux, donc une partie qui va en dessous et une partie qui va au-dessus de la voiture. Okay. Et donc, c'est très important et c'est une partie qui ont changé aussi pour rendre la voiture un peu plus performante pour 2021. OK. Ça semble super intéressant. Puis ce modèle réduit-là, c'est Ferrari. Fait qu'est-ce qui, selon toi, rend l'écurie Ferrari unique par rapport à, mettons, toutes les autres écuries dans la Formule 1? Bien, il faut savoir que Ferrari, c'est la seule écurie qui a participé à toutes les années du championnat de Formule 1. Donc, les 70 ans de Formule 1, Ferrari a été là. Donc, c'est ça, en fait, qui rend l'écurie aussi unique parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans la Formule 1. Et aussi, les fans de Ferrari, on les surnomme les tifosi, qui sont très, très présents, qui les soutiennent vraiment très fort. C'est vraiment ça qui rend, en fait, ça fait qu'il y a une ambiance. Lorsqu'on va à une course, il y a toujours des fans de Ferrari. On les voit et ils les soutiennent à 100 %. OK. Puis tu m'as déjà un peu parlé des parties de la voiture, là, mais est-ce que tu pourrais me parler plus en détail de la partie de la voiture qui est autour de la tête du pilote? Oui. Donc c'est une partie qui est juste ici. Donc, elle est vraiment autour de la tête du pilote. Donc, cette partie-là a été intégrée durant la saison 2018. Donc, avant ça, il n'y en avait pas. Et donc, la tête du pilote, avant ça, était totalement exposée à l'extérieur du véhicule. Ça pouvait les exposer à des débris, beaucoup de choses, des débris d'autres voitures, des débris qui viennent de l'environnement. Donc, on a préféré ajouter cette partie-là qui les protège. Au début, durant la saison 2018, les pilotes n'aimaient pas trop ça parce que ça réduit un peu leur champ de vision parce qu'il y a un poteau qui est en fait en plein milieu de leur champ de vision. Donc, ils n'aimaient pas trop ça. Mais ils ont réalisé au final que ça pouvait vraiment sauver des vies. Donc, maintenant, on course avec et ça ne dérange plus du tout. Là. On s'habitue assez rapidement. C'est l'équivalent d'oublier son nez quand on regarde. On le voit toujours, mais c'est l'équivalent pour eux. C'est plus sécuritaire aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi les voitures sont si légères en Formule 1? Oui, dans le fond, plus une voiture est légère, plus elle va vite. Donc c'est ça. Toutes les écuries se battent pour essayer de gagner quelques kilos. Donc, c'est vraiment important. Donc, en 2021, le poids minimum d'une voiture, c'était 768 kilos. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, étant donné qu'une Honda Civic, par exemple, c'est le double du poids. Et une Honda Civic, c'est vraiment plus petit qu'une Formule 1. Bien, merci pour ta réponse, là, mais on va devoir y aller. C'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Alors, un gros merci à Angélique de nous avoir présenté son objet. Nous en savons maintenant davantage sur cette voiture de Formule 1. Soyez présents à la prochaine émission de la Découverte pour en apprendre davantage sur l'objet de Alexis Campbell, un vinyle de son album préféré. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et à bientôt.
Bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute de l'émission À découvrir. Je suis Charles-Olivier Perron et je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Au programme, nous recevons une passionnée de sport qui nous présentera un modèle réduit d'une Formule 1. Grâce à Angélique, nous allons en apprendre davantage sur cette merveilleuse voiture. Alors bonjour Angélique, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va super bien. On va commencer ça en force avec la première question. Est-ce qu'il y a des différences entre la SF21, donc le modèle réduit que tu as avec toi juste ici, et la SF1000, donc son modèle précédent? Oui, il y a beaucoup de différences parce qu'en fait, la saison 2020 a été très compliquée pour Ferrari, très difficile. Donc, on a décidé de faire plusieurs changements pour remédier à ça, donc pour que la voiture soit plus performante. Donc, on a changé, premièrement, on a changé le châssis. Le châssis, c'est un peu le squelette de la voiture, c'est ce qui tient tout ensemble et c'est une partie vraiment importante pour la performance de la voiture. On a aussi changé l'aileron avant, qui est la partie qui est juste ici de la voiture. Donc, ça c'est pour l'aérodynamisme de la voiture. Donc, ça permet en fait de couper l'air en deux. Donc, une partie qui va vers le haut, une partie qui va vers le bas. Donc, c'est vraiment une partie importante qui permet à la voiture d'aller considérablement plus vite, là. Donc, c'est vraiment pour augmenter les performances qu'on a changé ces parties-là. Puis là, ton modèle réduit, c'est une Ferrari. Donc, qu'est-ce qui rend, selon toi, l'écurie Ferrari un petit peu comme unique puis meilleure par rapport aux autres écuries de Formule 1? Ferrari, c'est la seule écurie en Formule 1 qui a participé à tous les championnats. Donc, les 70 ans de la Formule 1. Il a participé à toutes les saisons. Donc, c'est un peu pour ça que Ferrari a autant d'expertise dans le domaine et que les fans les soutiennent à fond. Donc, les fans de Ferrari, on les surnomme les tifosi. Donc, ils ont même un surnom parce qu'ils sont très engagés. Ils soutiennent vraiment à fond à tous les Grands Prix qu'on peut aller, n'importe où dans le monde. Il va toujours avoir plein de fans avec des casquettes, des chandails de Ferrari. Okay. Donc, toujours prêt à les soutenir. OK. Tu m'as parlé un petit peu de la voiture, là, mais est-ce que tu pourrais me parler plus en détail de la partie de la voiture qui est autour de la tête du pilote? Oui. Donc, cette partie-là, qui est juste ici, donc vraiment autour de la tête du pilote, ça a été instauré vers 2018 parce qu'avant ça, la tête du pilote était totalement exposée, qui était totalement à l'extérieur de la voiture. Donc, on ne voulait pas ça parce que ça pouvait les exposer à des débris de voitures ou des choses dans l'environnement, juste. Et donc, on a décidé d'instaurer ça. Okay. Au début, les pilotes, ils n'étaient pas trop contents parce que ça réduisait leur champ de vision de quand même pas mal parce qu'il y a un poteau, en fait, en plein milieu. Donc, ils n'aimaient pas trop ça. Mais ensuite, quand on a compris que ça pouvait vraiment sauver des vies, on l'a accepté, puis on fait avec maintenant. Puis c'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est plus sécuritaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer vite fait, c'est pourquoi les voitures de Formule 1 sont-ils comme vraiment légères? Oui. Donc, c'est sûr, les voitures, plus c'est léger, plus ça va vite. Donc, toutes les écuries se battent pour sauver quelques kilos. Okay. Donc, c'est vraiment important. Donc, en 2021, le poids minimum pour une voiture, c'était de 786 kilos. Okay. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. OK. Excuse-moi, là, ça me semble super intéressant, mais c'est tout le temps que nous avions. Donc, alors, un gros merci à Angélique de nous avoir présenté son objet. Nous en savons maintenant davantage sur cette voiture de Formule 1. Soyez présents à la prochaine émission de À découvrir pour en apprendre davantage sur l'objet de Alexis Kimbo, un vinyle de son album préféré. Donc, merci tout le monde et à bientôt.
Bonjour, bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Angélique Ladusseur et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Campbell qui nous a apporté son vinyle préféré, dont il va nous parler. Bonjour Alexis et bienvenue à découvrir. Bonjour Angélique, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Je vais commencer avec la première question. Parle-nous un peu du groupe Weezer et de ton appréciation envers le groupe. OK. Weezer, c'est un groupe de rock alternatif qui a sorti... ils ont commencé... cet album est sorti en 1994, puis ils font de la musique. Ils en ont sorti, je pense, en 2022, leur album plus récent. Puis c'est ça, c'est un de mes groupes préférés. C'est ça. OK, parfait. Pourquoi tu as choisi cet album-là du groupe? J'ai choisi le Blue Album de Weezer pour plusieurs raisons. Mais en partie parce que c'est... J'ai pas d'album préféré du groupe, parce qu'il y en a deux qui sont égales. Mais quand le monde c'est comme c'est quelle ta préférée, je suis comme, ouais, c'est elle ma préférée. Parce que, un, l'album cover est iconique. Deux, il y a vraiment zéro mauvaise chanson dessus. Chaque chanson, il frappe à chaque fois que tu les écoutes, sont bonnes, sont catchy, restent pognés dans la tête. Tu tombes endormi, tu entends la bass de Only in Dreams, t'es comme, oh, quelle bonne chanson. C'est ça, puis il y a plein de bouts, genre, mémorables à l'album, puis, pour de vrai, là, je pense que c'est mon album préféré. Je disais que l'autre album que j'ai en tête, c'est Pinkerton, leur deuxième album. Je préfère Pinkerton parce qu'elle a un son plus cru, mais je préfère celle-là parce que les tunes sont mieux. OK. Oui, c'est simple. C'est quoi tes chansons préférées sur l'album? Chanson préférée sur l'album? OK, depuis genre que j'ai découvert cet album, c'était la chanson Say It Ain't So, parce que je la trouvais genre vraiment bonne, puis le guitar solo, il était catchy, puis il restait pris dans la tête. C'était vraiment bon, puis il y a des belles harmonies tout à travers l'album, mais surtout sur Say It Ain't So. Puis là, après, mon père, il m'a montré la chanson, pas Only in Dreams, Undone, ou le Sweater Song. Puis depuis que je l'ai écouté, elle est sur ma playlist, puis je l'écoute comme quasiment chaque jour. C'est un classique, je ne vais jamais me tanner de cette chanson. Puis la fin de la chanson est comme légendaire, parce qu'elle commence slow, puis là, elle finit genre tout distorsionné, puis il y a comme tous les instruments jouent en même temps, puis les cymbales, ils crashent, c'est vraiment cool. Puis sinon, genre ma troisième préférée de l'album, ça serait tout bien le closer de l'album, Only in Dreams. C'est une chanson qui a un son vraiment différent comparé au restant de l'album. Elle est plus slow, elle est comme 7 à 8 minutes de longue. Puis tout à travers la tune, il y a un bassline, puis là, ça commence la bass. Puis là, en tout cas, tous les instruments embarquent. Puis là, c'est une belle chanson. C'est une tune d'amour. Je pense pour ça que je l'aime. Okay. Ouais. Pourquoi la copie physique sur le vinyle te tient tellement à cœur? OK. Cette copie vinyle, elle me tient tellement à cœur parce que j'ai oublié d'où c'est qu'elle vient. C'est un de mes albums préférés au monde, puis j'ai oublié comment je l'ai pogné. Fait que, je sais pas, l'album est pas mal mystérieux dans la collection. J'ai une collection assez grosse. Ça a de l'air à quoi? C'est ça, j'ai une collection de vinyles assez grosse, puis je me rappelle de comment j'ai eu chaque vinyle. Celle-là, je m'en souviens plus. Puis je me sens mal, parce que ça se peut que c'est mon frère qui me l'a donné, genre à Noël ou pour ma fête ou quelque chose. Mais honnêtement, je m'en souviens plus comment je l'ai pogné, puis ça me fait rire juste parce que c'est comme un de mes albums préférés. Il va falloir que je t'interrompe. Donc, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui avec vous. Merci Alexis d'être passé à l'émission et de nous avoir présenté ton objet. Pour la prochaine édition de À découvrir, nous recevrons Djibril qui parlera de ballon de soccer. Restez avec nous, À découvrir se poursuit après la pause.
bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission À découvrir, l'émission où on parle des objets importants dans nos vies. Aujourd'hui, nous accueillons Djibril qui nous parlera de son ballon de soccer et pourquoi ce ballon lui tient tellement à cœur. Bonjour Djibril, comment ça va? Bonjour Alexis, ça va bien et toi? Moi, ça va très bien. Alors, on va commencer l'émission avec la première question. OK. J'aimerais que vous nous retraciez un peu l'origine du ballon rond. OK. Tout d'abord, à l'époque ancienne, lors des célébrations et rituels religieuses, nos ancêtres utilisaient des ballons gonflés avec des organes d'animaux, que ce soit les vessies et intestins et autres. Ainsi, ces objets étaient considérés comme une connexion reliant le monde des humains à celui des divins. OK. Wow. Alors, quelle est la forme d'un ballon de soccer? OK. La forme idéale d'un ballon de soccer est sphérique. Autrement dit, c'est une forme ronde. Donc, avec l'évolution de la géométrie, on assiste de nos jours à des ballons avec des formes hexagones constituées de 32 faces. Les ballons sont de nos jours, faits en caoutchouc avec une vessie, bien compressée avec de l'air qui peut résister au choc et peut résister aussi au rebondissement. Pourquoi les premiers ballons de soccer étaient de couleur noir et blanc? Bon, tout d'abord, en 1950, coïncidant avec la fin du 19e siècle, les matchs de foot étaient de plus en plus joués pendant les soirées. Ainsi, les ballons doivent être de couleur noir et blanc pour permettre aux spectateurs, mais aussi aux acteurs qui pratiquent le soccer, de mieux voir le ballon pour les mouvements et autres. Ainsi, en 1970, coïncidant avec la Coupe du Monde, on assiste à la première retransmission de matchs de football en couleur, mais aussi le ballon est en noir et blanc, avec comme sponsor officiel Adidas, qui constitue le premier sponsor officiel pour créer des ballons de foot, avec le ballon qu'ils ont eu à créer qui s'appelle le Telestar. Oui, c'est bien ça. Je me suis un petit peu perdu dans mes questions. Okay. Quelles sont les caractéristiques spécifiques d'un ballon de soccer? Oui. Un ballon de soccer est de nature sphérique, tout d'abord, mais aussi il faut que le ballon respecte les caractéristiques qui sont fixées par l'association de football board. Alors, pour le ballon, au niveau de la circonférence, ça varie entre 68 cm de plus ou 70 cm de moins. Au niveau de la masse, le ballon doit être de poids 450 grammes de plus ou 400 grammes de moins. Mais aussi au niveau du diamètre, il faut que le ballon soit de diamètre 22 cm. Wow. Combien de types de ballons de soccer pouvez-vous nous citer? On peut citer plusieurs types de ballons, mais on va en retenir juste 3. Premièrement, nous avons les ballons d'apprentissage ou bien les ballons d'initiation. Ce sont les ballons qui sont exclusivement réservés aux apprentis du football en petite catégorie. Mais aussi en deuxième position, nous avons les ballons d'entraînement. Ce sont des ballons conçus en caoutchouc, faits avec cousu à main, qui sont exclusivement réservés aux joueurs professionnels pendant leur séance d'entraînement. Okay. Mais aussi, on a les ballons de compétition, comme le ballon Adidas et autres. Il y a les ballons de futsal aussi. Je suis vraiment désolé de vous couper. C'est très intéressant, mais c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup, Djibril, d'être venu à découvrir. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que dans la prochaine émission, nous allons parler de la guitare avec Camille Lafrance. Merci encore de nous avoir écoutés et bonne soirée.
Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission À découvrir, l'émission où on parle des objets importants dans nos vies. Aujourd'hui, nous accueillons Djibril qui nous parlera de son ballon de soccer et pourquoi ce ballon lui tient tellement à cœur. Bonjour Djibril, comment ça va? Bonjour Alexis, je vais bien et toi? Moi, ça va très bien, merci. Alors, on va commencer cette émission avec la première question. OK. J'aimerais que vous nous retraciez un peu l'origine du ballon rond. OK. Tout d'abord, à l'époque ancienne, lors des célébrations et rituels religieuses, les anciens créaient des ballons en forme d'organes d'animaux, que ce soit en vessie ou bien en intestin. Ces ballons étaient en quelque sorte considérés comme une jonction ou bien une connexion entre le monde des humains et celui des divins. C'est ainsi au XIXe siècle qu'on assiste avec l'avènement du latex, substance naturelle en plastique. Les premiers ballons sont conçus en caoutchouc avec de l'air compressé. On assiste aux premiers événements de football. Mais ces ballons étaient un peu fragiles, ils étaient aussi imperméables à l'air. C'est avec Charles Goodyear en 1855 qu'on assiste à la première création des ballons en caoutchouc, bien matérialisés, mais aussi de normes professionnelles. Wow! J'avais aucune idée que c'était fait à base, inspiré par les intestins, les organes d'animaux. Pour la deuxième question, c'est quoi la forme d'un ballon de soccer? OK. La forme d'un ballon de soccer est sphérique, autrement dit ronde. Le ballon est constitué en forme d'hexagone avec 72 formes. On voit 72 formes au niveau du ballon avec de l'air compressé. Pourquoi on met de l'air compressé? Parce que ça permet au ballon de résister au choc, mais aussi de résister aussi au niveau de l'air pour que le ballon puisse subir des rebondissements et autres. Oui, ça fait du sens, ça. Pour la troisième question, pourquoi les premiers ballons de soccer étaient de couleur noire et blanc? OK. Tout d'abord, à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1955, les matchs de football étaient de plus en plus joués pendant les soirées. Autrement dit, il fallait que les téléspectateurs ou bien les acteurs du foot voient beaucoup plus mieux le ballon par rapport à toute sa forme et aussi de toute sa couleur pour mieux avoir un jeu beaucoup plus équilibré au niveau du terrain. OK. C'est de là, en 1970, lors de la Coupe du Monde au Mexique, qu'on assiste à la première transmission en direct, en live au niveau des télévisions, avec une Coupe du Monde retransmise aussi en couleur noir et blanc, mais aussi en couleur. Le premier ballon, c'était le Téléstar. Ça a été créé par Adidas, qui était le premier sponsor officiel pour abriter ces compétitions de Coupe du Monde. C'est cool, ça. Quatrième question. Quelles sont les caractéristiques spécifiques d'un ballon de soccer? OK. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit tantôt, le ballon de foot est sphérique, mais aussi il y a des normes qu'il doit respecter parce que tous les normes sont régies par l'association Football Board. Le ballon est en forme sphérique, autrement dit ronde, avec des formes, mais il faut aussi que le ballon de foot ait une circonférence de 68 cm de plus et de 70 cm de moins, mais aussi avec une masse de 400 grammes de plus et 400 grammes de moins. Je suis désolé de vous interrompre, c'est la fin de l'émission malheureusement. Je vous remercie vraiment pour votre partage, puis restez avec nous, parce que la prochaine émission de Découvrir, nous allons accueillir Camille Lafrance qui va nous parler de sa guitare, puis de toutes sortes de guitares. Merci encore de nous avoir écoutés et bonne soirée. Bonne émission.
Bonjour et bienvenue à votre émission de rencontre à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Camille Lafrance qui va nous expliquer sa guitare. Bonjour Camille et bienvenue à votre émission. Merci Djibril. Camille, peux-tu nous parler de l'origine de la guitare? Oui. Alors en fait, la guitare vient un peu de l'Égypte ancienne. Plein d'instruments ont été développés dans ce temps-là, mais c'est vraiment au 14e siècle en Espagne, avec les orchestres, que la guitare a été incorporée. Puis ensuite, au 19e siècle, la guitare a plus pris forme comme en genre de solo. Alors le monde la jouait plus individuellement. Puis il y a aussi la guitare électrique qui a été popularisée dans les années 30. OK. Peux-tu nous en dire plus sur ce type de guitare? Oui. Alors, je vais vous en dire plus sur la guitare électrique. Ça, c'est une guitare classique, ma première guitare, mais je vais vous en dire plus sur la guitare électrique. Alors, il y a 3 sortes de guitares. Il y a la solid body, la semi-hollow et la hollow body. Puis, toutes ces guitares-là ont différentes formes, mais je vais vous en parler plus sur la solid body. C'est vraiment la guitare la plus populaire des guitares électriques, comme la Fender Stratocaster, puis la Gibson Les Paul. Puis, c'est vraiment une guitare très, très polyvalente. OK, c'est super. Alors, comment as-tu commencé à jouer à la guitare? Oui. Alors, pour un de mes cadeaux de fête à 7 ans, j'ai eu cette guitare-là. Ma mère me l'a donnée. Puis, c'est vraiment une guitare toute petite, une guitare classique, avec des cordes qui sont plus douces pour les doigts, pour apprendre à jouer la guitare. Okay. Puis, à travers mon secondaire, j'ai pris des cours, mais aussi j'ai plus appris ça en ligne. Alors, c'est vraiment sur YouTube. Puis, la technique que j'aime le plus, que j'ai appris à aimer le plus, c'est le finger picking. Alors, c'est vraiment quand on pique les cordes de la guitare. Okay. Un peu comme ça. Wow, c'est cool. Oui. Puis là, c'est ça, tu peux faire différents accords avec ça. Puis il y a vraiment plein de chansons que tu peux faire avec ce pattern-là. Alors, en tant que passionné à la guitare, comment peux-tu expliquer cet effet rassembleur? Oui, j'aime beaucoup amener ma guitare, comme quand on va à des chalets ou avec mes amis. Je trouve que c'est vraiment le fun. Comme une des plus belles expériences que j'ai avec ma guitare, c'est comme sur le bord d'un feu, comme le monde mange les marshmallows, puis moi, je fais juste jouer de la guitare en background. Okay. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai jamais vraiment eu d'expérience comme sur une scène avec la guitare, comme je pense pas que je suis assez bonne pour ça. Mais c'est vraiment un hobby qui est le fun. Alors, recommanderais-tu aux gens de jouer à la guitare? Ah oui, 100%. Je trouve qu'au début, c'est un peu difficile à apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais une fois que comme, tu apprends les bases, comme les accords, disons, comme tu sais placer tes doigts sur la guitare, puis tu reconnais, comme sur une feuille de papier, les différentes notes, comme disons le G, tu sais que tu dois placer tes doigts comme ça, okay. Mais tu peux reconnaître puis jouer plus de chansons. Puis c'est vraiment le fun. OK, c'est super. Oui, non, j'aime beaucoup ça. Puis je dirais que se procurer une guitare, okay. Comme c'est quand même assez facile. Désolé de t'interrompre. OK, tu peux développer. Puis comme il y a plusieurs magasins ici à Ottawa, comme Long & McQuaid. Il y a aussi Steve Music qui vendent des guitares à prix quand même pas si cher que ça. Okay. Désolé de t'interrompre, Karine. C'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci d'être passé nous voir pour nous expliquer un peu ta guitare. Pour la prochaine édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Karine qui va nous expliquer son objet favori, le Lego. D'ici là, restez des notes et l'émission à découvrir se poursuit dans une courte instant. Bonne fin de journée.
Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission À découvrir. Je me nomme Camille Lafrance et je vais être votre animatrice pour cette émission. Dans cet épisode, nous avons la chance d'accueillir Karim qui va nous parler de Lego. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, ma première question pour toi, c'est peux-tu nous présenter l'objet que tu as amené aujourd'hui? Ça, c'est plus qu'un objet, il n'est plus à présenter. Il nous raconte une belle histoire et il nous donne bien des leçons. OK. Oui. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? Oui, ça nous raconte l'histoire d'un menuisier danois, Ole Kirk Christiansen, en faillite, veuf, qui se retrouve à sculpter, à tailler dans des chutes de bois, des restes de bois de son atelier fermé, des jouets pour ses 4 enfants qu'il doit désormais élever tout seul, avec beaucoup de difficultés financières. Mais avec toutes ces difficultés-là, avec des crashs boursiers et avec plusieurs incendies dans ses ateliers, elle a réussi, avec son fils Gottfried, à créer la plus grande marque de jouets au monde, qui possède maintenant des magasins dans toutes les grandes villes du monde, des parcs à thème, des films, des jeux vidéo, et j'en passe. Et ils possèdent même leur propre aéroport pour exporter leurs produits. Leurs produits, OK, oui, c'est très cool. Puis, est-ce que tu sais d'où vient le nom Lego? Oui, le mot Lego vient d'une expression danoise qui est leg godt, qui veut dire jouer bien, mais qui s'avère par la suite coïncider avec un mot latin qui veut dire j'assemble. Ah, OK. Oui. Alors, au début, c'était plus un jouet, puis là, on commençait à assembler les morceaux. Oui. OK. C'est très cool. Puis, pourquoi as-tu choisi celui-ci en particulier? J'ai choisi celui-ci en particulier parce que c'est un clin d'œil à un autre concept qui a conquis le monde et qui a traversé des générations aussi. Oui. Ce qui est Pokémon, j'imagine? Oui. OK. Puis, tu as parlé au début de leçons de vie un peu. Peux-tu développer cette idée-là? Oui. Pour ça, je cite Thomas Edison, qui est lui-même un symbole de persévérance, de résilience. OK. Il a dit que les gens qui abandonnent ne savent pas à quel point ils étaient proches du but quand ils ont abandonné. Oui. Quand on revoit les détails de la vie d'Ole, on trouve qu'il a eu beaucoup d'occasions et de raisons d'arrêter et d'uniquement chercher du travail tant que menuisier dans un atelier et ainsi mettre ses enfants à l'abri financièrement. Mais lui, non. Il a continué de croire en son rêve. Oui. Et la marque est ce qu'elle est maintenant. OK. C'est très inspirant. Puis, d'après toi, quelles sont les réalisations marquantes de la marque? Comme on a dit au début, des réalisations, il y en a eu. Il y en a eu plein de réalisations. Mais pour moi, ce qui est le plus remarquable, c'est que le fait que n'importe quel jouet qu'on voit, n'importe quel jouet emboîtable qu'on voit, on se dit que c'est un Lego. Même s'il est fabriqué par un autre fabricant, on se dit toujours que c'est un Lego. OK. Il a su donner son nom au concept. Alors, on le reconnaît dès qu'on le voit. Celui-ci, par exemple, n'est pas fabriqué par Lego, mais on l'appelle Lego. Même si c'est un autre fabricant qui l'a fabriqué, on peut plus dissocier l'objet de la marque. OK. Et puis, je trouve que tout le monde, ou presque, a une Désolée, anecdote. Karim, je vais juste t'arrêter. Merci d'avoir été à l'émission. Puis, ne manquez pas le prochain épisode de notre émission À découvrir où Alexandre Carré va nous parler de sa montre. Alors, à la prochaine.
et bienvenue encore une fois à votre émission découverte préférée à découvrir. Aujourd'hui, nous recevrons Monsieur Alexandre Carré qui va nous présenter une montre. Bienvenue. Merci Alexandre. beaucoup de m'accueillir. Merci. Je suis content d'être ici. Donc, tu es ici pour nous parler de la montre et de son évolution à travers le temps. Oui. Peux-tu commencer par nous dire quand est-ce qu'elle a été inventée? La montre a été inventée il y a à peu près 500 ans à Nuremberg, une petite ville britannique, par un horlogiste britannique. Dans le fond, à cette époque, le but, c'était de créer l'horloge la plus petite possible, donc une horloge de poche, qui était aussi appelée une horloge à gousset. Ça, c'est la première montre. C'est les petites horloges rondes, dans le fond, les petites montres rondes qui ont juste un petit clapet ainsi qu'une chaîne qui souvent se portait dans la poche des vestons. Donc voilà. C'était surtout un symbole de richesse pour les nobles. Ouais. Ah, d'accord. Donc, bon, tu dis que c'est un symbole de richesse qui est destiné pour les nobles, mais est-ce qu'à cette époque-là, il y avait un modèle ou une version plus accessible à tout le monde? À cette époque-là, il n'y avait malheureusement pas de version plus accessible à tout le monde. C'est vraiment plus tard que c'est arrivé, parce que dans le fond, les montres étaient vraiment créées avec des matériaux très, très chers, très, très rares, comme de l'or, du diamant. Les artisans qui le faisaient n'avaient pas de machine, il n'y avait pas encore l'industrialisation qui était arrivée. Donc, c'était vraiment fait à la main avec précaution. Chaque modèle était unique. C'était vraiment un symbole de pouvoir, de richesse, puis d'influence. Avoir une montre, c'était quelque chose à l'époque. Ah, d'accord. Ah, très bien. Donc, peux-tu nous raconter comment, au 19e siècle, la montre s'est démocratisée et devenue accessible? Oui, oui, bien sûr. En gros, vers le 19e siècle, il y a la montre à bracelet qui est apparue. Donc, un peu ce modèle-là, c'est les deux languettes qu'on voit à chaque extrémité de la montre. C'est les montres qu'on met au poignet, dans le fond, montre à bracelet. C'était surtout destiné aux femmes comme étant un bijou, quelque chose d'élégant. Les hommes n'en portaient pas parce que c'était mal vu. C'est comme, mettons, les boucles d'oreilles ou les colliers à l'époque. Mais lors de la guerre mondiale, les soldats ont commencé à en porter car ils devaient synchroniser leur opération. Donc, avoir une montre dans le champ de bataille était très, très, très utile. Ça facilitait les mouvements et tout. Donc, après celle-ci, il y a eu la mise en marché de masse qui s'est créée. Donc, on a vu la montre se faire créer dans des usines. Les hommes ont commencé à la porter car c'était plus juste un bijou de femme, c'était aussi un objet pratique. Ouais, voilà. OK. Maintenant que les téléphones intelligents sont dominants, est-ce que, d'après toi, il y a un intérêt à porter la montre à bracelet ou à gousset? D'après moi, il y a toujours l'intérêt luxueux et élégant qui est resté. Les montres, maintenant, quand on en entend parler, on pense souvent à ceux qui coûtent cher, comme les Rolex, comme des belles montres. Moi, je pense que les montres, c'est aussi... c'est un peu moins un côté pratique parce qu'on ne va pas se le cacher. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on sort notre téléphone, on regarde, c'est quasiment plus vite que de regarder les aiguilles. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font ici, qui regardent leur main puis qui regardent les aiguilles puis qui ont une montre. Mais de nos jours, une montre, c'est plus un symbole encore de richesse. Je pense que ça, c'est resté du temps, un symbole d'élégance. Je pense que c'est... Ouais, très bien. Donc, en ce qui concerne les montres intelligentes, oui. Est-ce que pour toi, c'est révolutionnaire? Est-ce que tu peux... Je pense que les montres intelligentes ont apporté quand même un grand quelque chose à la société, surtout au niveau de la santé. Les montres intelligentes sont très, très, très utiles. Merci, merci. Donc, malheureusement, le temps finit toujours par s'écouler et le nôtre est déjà fini. Merci à Alexandre, merci, chers téléspectateurs. Au prochain numéro, Safe va nous présenter un Rubik's Cube. Soyez au rendez-vous et au revoir.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À découvrir, une émission qui permet d'en apprendre plus sur les objets du quotidien. Aujourd'hui, je m'appelle Alexandre, je vais accueillir Saïf qui va nous parler du Rubik's Cube. Oh, désolé. Bonjour Saïf, est-ce que ça va bien? Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci. Je vais commencer avec une petite question simple. Comment fonctionne le Rubik's Cube? Bon, déjà, le Rubik's Cube, c'est un puzzle très dimensionnel créé par un professeur hongrois qui s'appelle Erno Rubik. Il y a 26 cubes qui s'appellent Cubies. Et le but, c'est de réorganiser ces cubes pour avoir une couleur uniforme. C'est simple. Ouais. C'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le cube Rubik est devenu si populaire à travers le temps? Bon, il y a plusieurs raisons. Elle représente un défi intellectuel et amusant. Et à la fois, elle plaît aux enfants et aux adultes. Il semble facile, mais il cache une complexité énorme. C'est bon. Est-ce que tu considères que tout le monde pourrait résoudre un cube Rubik? Oui, bien sûr, avec un peu de pratique et de patience, tout le monde peut le résoudre. Et puis, il y a des tutoriels partout sur YouTube, comme il faut juste mémoriser quelques algorithmes, et voilà. Je sais qu'il y a des compétitions de cube Rubik, des ligues de professionnels. J'aimerais savoir, c'est quel genre de qualité et de compétences tu développes en faisant un cube Rubik? Oui, bien sûr. Bon, il y a bien sûr la mémoire. Faut que tu mémorises plein d'algorithmes, vu qu'il y a 43 milliards de manières de résoudre ce cube. Et puis, tu développes ta patience. Tu développes aussi ta coordination oreille et main. Genre, faut que tu as de réflexes. Ouais, c'est ça. Et toi, depuis quand tu as appris à faire le Rubik's Cube? Ben, moi, genre, au lycée. Ouais, j'ai commencé. Bon, ma mère me l'a acheté. Elle était juste. Comment dire? Ouais, non, c'était juste comme ça. Et puis, je commençais à avoir des tutoriels et tout. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de Rubik's Cube, donc plusieurs formes. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres formes que le basique ou tu es resté sur lui? Oui, j'ai essayé le 6x6. Bon, elle est simple à résoudre. Faut juste mémoriser quelques algorithmes. Et c'est ça. Plus simple ou la même chose à peu près? Non, il faudra plus de patience et de pratique. D'accord, je comprends. Ouais, voilà. Est-ce que la couleur a un rapport avec le casse-tête ou la couleur ne dépend de rien? Oui, il y a plusieurs types de Rubik's Cube. Moi, j'aime ce Rubik's Cube avec combien, je ne sais pas. C'est couleurs. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu considères que le Rubik's Cube pourrait être un objet anti-stress, quelque chose qui pourrait relaxer quelqu'un? Ouais. Ben, pour moi, ouais. Relax, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, t'es très bon avec le Rubik's Cube. Elle est simple, c'est juste un algorithme. As-tu déjà pensé à devenir professionnel avec le Rubik's Cube? Non, j'ai pas de temps. T'as pas le temps? Ouais, j'ai pas de temps pour ça. Et puis, voilà. Ouais. Donc, c'est une très belle passion, honnêtement, c'est très bien. Ouais. Oui, moi j'aime bien. Tu fais essayer... Oh, désolé, attends, c'est la conclusion. Okay, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Saïf, pour nous avoir accueillis et merci de nous avoir donné ton temps. Nous nous retrouvons bientôt pour la prochaine émission. Nous allons recevoir Wissem qui va nous parler de la lutte, un instrument de musique.
Bonjour à vous, merci de nous rendre visite encore une fois à votre émission préférée à découvrir. Aujourd'hui, nous accueillons Wissam Azouzi qui va nous présenter un instrument de musique qui s'appelle le luth. Bonjour Wissam, ça va? Bonjour Seif et merci pour l'invitation. Oui, c'est quoi cet instrument que vous nous apportez aujourd'hui? Alors, c'est l'instrument, ça s'appelle le luth en Occident et le oud, ou oud dans le monde arabe ou en Orient. Ouais. C'est le père de la musique orientale et il est de la famille des cordophones. C'est des cordes pincées. On pince avec le plectre. Ça s'appelle un plectre. Ouais. Et tu sais jouer avec? Oui, je joue, mais là, il n'est pas accordé. C'est très délicat de l'accorder, ça prend même une demi-heure. Ok, d'accord, la prochaine fois, je vais venir avec. Pouvez-vous nous parler de son histoire? Alors, tous les historiens et musicologues ne se sont pas convenus sur son origine, mais il y a des idées qui se confrontent qu'il est daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ et son avènement dans l'ancienne Mésopotamie. Et après, il est propagé avec les musulmans arabes dans l'Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ok, d'accord. Pouvez-vous parler de son anatomie? Comment il fonctionne? En fait, c'est un beau instrument là. Celle-là, il y a une bosse, c'est la caisse de résonance. Ouais. Alors tu peux la montrer aux caméras? Oui, c'est la caisse de résonance. Ça résonne, alors les cordes, ils vibrent ici et le son entre par ces rosaces. Il résonne, ça c'est des rosaces, 1, 2, 3. Il résonne dans la caisse et puis ça ressort des rosaces. Ça, c'est une table d'harmonie aussi qui transmet la vibration parce qu'elle est fine. Elle est construite de bois d'acajou. Et l'autre aussi, il est construit de bois d'acajou et d'érable. Ça, c'est le chevalet. On attache les cordes ici dans la table d'harmonie. Et ça, c'est la manche. Ça, c'est la manche où on met les doigts ici. C'est comme les frettes de la guitare. Ça, c'est qui fait 90 degrés. Il fait 90 degrés avec la manche. Ça, c'est le chevier. Tout ça, c'est le chevier. Et ça s'appelle des chevilles pour accorder cet instrument, pour tirer les cordes, faire de la tension, pour les accorder. Voilà, c'est ça. On trouve des ouds à 5 cordes, à 6 cordes, à 4, selon le style musical qu'on joue avec cet instrument. Ok, on veut savoir comment cet instrument a évolué à travers l'histoire. En fait, cet instrument de base a été connu et été présenté avec les troupes musicales orientales. C'est un instrument d'accompagnement. Tout le monde joue ensemble, il accompagne juste. Et après... Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Nous sommes déjà en fin de l'émission. Alors, je dis merci beaucoup à Wissam de ta visite dans notre studio. On connaît maintenant beaucoup mieux sur le luth. Soyez avec nous pour le prochain épisode avec notre chroniqueur invité Charles Prince. Nous dévoilera son objet fétiche, la guitare électrique. Au revoir et à bientôt. Merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. C'est une émission pour découvrir des objets qu'on ne connaît pas et redécouvrir des objets qu'on connaît. On invite aujourd'hui notre cher ami Charles Prince qui va nous présenter sa guitare qui dit qu'elle est un peu spéciale. Et, bienvenue Charles et merci d'accepter l'invitation à l'émission À découvrir. Quelle est cette chose spéciale dans votre guitare distinctif? Premièrement, je suis sûr que vous l'avez vu, mon Dieu, il n'y a pas de tête à la guitare. Fait oui, tu peux montrer à la caméra? Ouais. Oui, c'est vraiment, il n'y a pas de tête. C'est une guitare qui n'a pas de tête. Puis, c'est bizarre. À première vue, on aurait dit qu'elle est brisée. Mais elle n'est pas brisée. C'est toi qui as fait le choix ou comment, Oui, c'est moi qui ai fait le choix. Dans quelles circonstances tu veux? Je me cherchais une nouvelle guitare. Puis je suis allé voir un gars, puis il m'a fait choisir une guitare entre 30 guitares. Puis j'ai vu celle-là, puis je me suis dit, il faut que je l'aille. C'est un must. C'est un peu différent, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est un... Et comment tu l'accordes? Moi, je vois rien. C'est ici, en bas. Il n'y a pas de tête. Il y a des... c'est comme des pegs, là. Fait que tu prends une petite clé, puis tu tournes, puis ça l'accorde. Et tu peux l'accorder avec l'ampli guitare ou acoustiquement, les deux ensemble? Oui, c'est ça. Je peux l'accorder de n'importe quelle façon. Et où il y a le plug, où tu plugues ton jack? Un petit peu caché, mais c'est en dessous, ici. Juste... c'est un petit peu noir sur la caméra. C'est bizarre. Ouais, juste ici. Et ces boutons-là, c'est pour les volumes ou pour changer le son? Oui, fait que ça ici, c'est le volume, puis ici, c'est le ton. Fait qu'en fait... tu changes de timbre, d'instrument, de sonorité, de couleur sonore. Puis ici, on peut choisir les pick-ups. Fait qu'ici, c'est juste lui qui va capter le son. Ici, c'est les deux, puis ici, c'est juste lui en haut. OK. C'est des micros intégrés là pour faire le son. Yes. Et ça fait combien de temps que tu as cette guitare? Ça doit faire 2 ans peut-être que je l'ai. Tu commences à aimer? Ouais, je l'aime beaucoup. Tu joues occasionnellement avec cette guitare? Mon Dieu, je joue à tous les jours, là, pas mal. Je suis dans un groupe, fait que j'utilise beaucoup. Et c'est accordé en comment? C'est en mi ou en e. OK. Tu joues quel genre de musique? Du blues, non? Un petit peu. Je joue un petit peu de tout, en fait. Je suis le rock, le prog, l'alternatif, le emo, un petit peu de tout. C'est ma passion, la musique. Ouais. OK. Et c'est quoi comme marque? C'est une Eert. Okay. Eert, je sais pas. C'est une marque pas très connue. C'est la première fois que j'entends. Ouais. Ça a l'air sympathique. J'ai bien aimé le style, mais j'aimerais bien l'écouter en train de toi qui va jouer la guitare. Je pourrais pas vraiment la jouer vu qu'on l'entendra pas, mais je peux juste. On l'entend pas. OK. Mais ça sonne bien, ça a l'air. Ouais, c'est des petites cordes. Fait que c'est un son plus aigu, plus... Malheureusement, plus Charles, le temps coule vite. Merci pour l'invitation. C'était une très belle et extraordinaire discussion. C'est un instrument qu'on ne connaît pas. C'est un style différent des autres guitares parce qu'il n'y a pas de tête. Donc, merci pour regarder cette émission. Et la prochaine épisode, ça sera avec M. Lotfi Rémy qui nous va parler du school bass. Passez du bon temps et à la prochaine.